Merci beaucoup. Je le mets là. Merci infiniment. Merci de cette invitation. C'est un grand honneur pour moi. Vous ne m'entendez pas? Voilà. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de... C'est-à-dire qu'on règle les micros sur ma voix. Alors après... merci de me donner l'occasion de donner plutôt ce qui va être mon opinion et un point de vue que quelque chose de dogmatique, bien évidemment. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que je travaille en permanence avec des chirurgiens et nous avons un partage de compétences absolument permanent. Donc je pense que c'est une question majeure à se poser. Et globalement, je suis très très en phase avec ce que vient de dire Serge Juzan. Et donc je voulais vous parler en fait du point de vue qui sont les grandes évolutions à venir en oncologie. Et quand je dis oncologie, j'implique toutes les spécialités qui font de l'oncologie. Donc pour moi, on ne peut pas distinguer les grandes évolutions à venir de la chirurgie versus de l'oncologie médicale, etc. Parce que tout va ensemble. Donc ce qui est très clair, c'est ce que vous venez de dire, Serge, c'est une spécialisation grandissante. Il n'est pas imaginable aujourd'hui, en oncologie comme en chirurgie, en général, de continuer à prendre en charge beaucoup de pathologies différentes. C'est clair qu'on veut avoir un niveau technologique, scientifique, médical suffisant, on doit prendre en charge quelques pathologies. C'est aussi quelque chose auquel les évolutions sociétales nous poussent, que ce soit par un angle de financement, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir gagner de l'argent ou être rentable, entre guillemets, si on fait bien et beaucoup une chose particulière, même si elle est complexe. Et donc, très clairement, les évolutions de la société sont ainsi, sans compter les classements des médecins et toutes sortes de choses assez hilarantes parfois qui font que les gens s'orientent plus vers une spécialisation particulière. Pour moi, la multidisciplinarité en oncologie, ça fait très longtemps qu'on en parle, longtemps qu'on la pratique, mais dans le futur, elle est encore plus nécessaire et incontournable. Et la multidisciplinarité, ce n'est pas que travailler ensemble et se mettre autour d'une table pour prendre une décision thérapeutique. C'est vraiment intégrer les pratiques les unes aux autres. Et on va y revenir sur une diapo ultérieure. Une évolution majeure, en fait, est la médecine prédictive et personnalisée qui est en train d'émerger. Donc cette médecine prédictive et personnalisée, elle vient avant tout de la biologie et de la génétique. Donc en cancérologie, on parle de biologie et de génétique de la tumeur et tout ce qu'on a développé et ce qui se développe dans les dernières années. Et on parle également de biologie et de génétique de l'hôte, les deux étant extrêmement importants aujourd'hui en émergence pour les choix thérapeutiques, demain de façon majeure. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est un point de vue, c'est que globalement, les chirurgiens sont restés légèrement sur le côté du chemin vis-à-vis de ces énormes évolutions de médecine biologique et translationnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de développements qui sont faits par les oncologues avec des biologistes, bioinformaticiens, etc. Forcément, puisque ça a impacté d'abord les traitements médicaux, mais très clairement, il y a un impact qui est important et je pense que les chirurgiens ne doivent pas rester en dehors de cela. Et pour ça, il faut que leur formation intègre cette culture scientifique et translationnelle qui est essentielle. Les oncologues ont fait depuis longtemps des masters, des tests de sciences, de biologie, de génétique, etc. Ce qui n'a pas forcément été toujours le cas en chirurgie, puisqu'en chirurgie, on a l'impact majeur du besoin des développements technologiques qui fait qu'on ne peut pas forcément tout faire, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut songer pour le futur. Donc développement technologique extrêmement important, donc vous venez d'en parler, les grandes évolutions, c'est le continuum de ces développements technologiques qui parfois visent à remplacer la chirurgie, comme vous disiez, mais pas forcément. Donc on parle de radio interventionnelle quand même, quelque chose qui se développe énormément, parler d'endoscopie, etc. Mais des gros développements technologiques de chirurgie micro-invasive et tous les développements de chirurgie sont extrêmement importants et vont forcément impacter le futur. Alors, quelques mots de la multidisciplinarité. Moi, ce que je pense de la multidisciplinarité, encore une fois, ce ne sont pas des gens qui s'assoient autour d'une table et qui connaissent un domaine et le voisin connaît le domaine d'à côté. Ça implique de façon majeure de connaître le domaine de l'autre. C'est impossible de discuter en multidisciplinarité si on ne sait pas quels sont les protocoles, les traitements, les indications, les critères de chirurgie versus d'oncologie. Si on ne connaît pas l'imagerie, si on ne sait pas lire les images avec les autres, ça vous paraît évident, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde aujourd'hui. Dans certaines RCP, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le domaine de l'autre. Important de connaître la pathologie, et même aujourd'hui, implication majeure de la génétique et de la biologie. Il y a beaucoup de RCP qui ont énormément de biologie
avec des décisions qui sont prises sur des anomalies génétiques où on va vers une chirurgie versus un traitement médical selon le profil de la tumeur, etc. Et puis les soins de support qui sont quelque chose de plus en plus impactant en termes de décision et de prise en charge. J'ai peut-être oublié des choses, la multidisciplinarité c'est un peu plus que ça probablement, mais l'essentiel est là, donc dans ce continuum. Et je pense que vraiment de façon extrêmement importante, avoir une culture générale d'oncologie médicale, de radiothérapie et de biologie, c'est absolument impactant. Et je ne pense pas qu'un chirurgien qui se dit oncologue dans le futur puisse ne pas avoir cette culture. Alors, en termes de médecine prédictive, chose qui est très à la mode, donc vous avez vu le point de cette semaine, qui parle de prodiges de la médecine prédictive, en particulier dans le cancer, avec beaucoup de polémiques sur la question, bien évidemment, d'un point de vue sociétal. Mais très clairement, on a beau lutter contre, c'est quelque chose qui est en train d'arriver et qui est là, déjà. On a beau lutter contre, je parle d'un point de vue sociétal, d'un point de vue éthique pour certaines évolutions. Quand on pense que les Chinois sont en train de séquencer le génome complet de 200 personnes qui ont des QI au-delà de 160, on se pose quelques questions sur l'évolution de l'eugénisme, etc. dans le futur. Donc il vaut mieux aller avec que contre. Et je pense que c'est une partie de notre rôle en tant qu'oncologue et en tant que chirurgien oncologue de participer de ça. Et donc c'est une médecine qui va aller de plus en plus vers du dépistage précoce. Donc la médecine prédictive, c'est pas seulement prédire le futur du cancer, mais c'est prédire quand le cancer va arriver et vers de la prévention. Et donc Angelina Jolie est là, c'est l'exemple typique aujourd'hui, très à la mode, pour illustrer cette médecine prédictive et préventive. Alors quelques mots des nouvelles technologies. Merci. Donc en fait, juste pour illustrer, il y a eu un développement absolument phénoménal de ces nouvelles technologies avec des capacités d'analyse qui ont été multipliées par 1000 dans les 10 dernières années, avec des coûts qui diminuent de façon majeure et avec, bien sûr, un impact clinique qui est en train d'arriver, mais qui est quelque chose pour lequel, évidemment, on a du mal à suivre les développements technologiques majeurs. Donc en gros, on est capable pour l'ADN de la tumeur, mais pour l'ADN de l'autre aussi, et pour l'ARN et les protéines, de faire du séquençage à haut débit, donc analyser l'ensemble du génome, chose qui est faisable pour un patient aujourd'hui, un patient donné, dans un délai de temps court. Alors ça prenait 2 ans il y a 10 ans. C'est chose qu'aujourd'hui on peut faire dans une semaine. On peut faire des analyses de nombre de copies d'ADN, des analyses de l'expression des gènes, mais également des protéines, etc. Et à partir de ça, aujourd'hui on va faire des analyses complexes de bioinformatique et rendre une carte qui va être une carte qui peut être prédictive dans certains cas ou qui peut être pronostique, etc. Vous savez sans doute qu'en fait, il existe des sites internet sur lesquels vous pouvez vous connecter et, moyennant la somme de $100, aujourd'hui, envoyer un échantillon de salive. Et sur cet échantillon de salive, on va déterminer votre profil de polymorphisme de prédiction du cancer et d'autres maladies. Ce n'est pas dans Bienvenue à Gattaca, c'est aujourd'hui dans le monde. Il suffit de se connecter sur Internet pour trouver ça. Il y a des gens qui le font. Ce n'est pas encore de la génétique des mutations, c'est la génétique des polymorphismes, c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant. Et donc vous avez votre résultat sur Internet sans aucun médecin pour vous le délivrer. Donc on est obligé de travailler avec ça et probablement on est obligé d'essayer de l'encadrer mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, même si en France on est relativement protecteur en termes légaux. Et donc à partir de ces anomalies, on va pouvoir caractériser tout un génome, trouver plein d'anomalies qui peuvent nous servir pour cibler les traitements, pour faire un choix chimiothérapie ou pas, pour faire un choix radiothérapie ou pas dans le futur, et pourquoi pas peut-être dans le futur orienter des traitements chirurgicaux. Alors ça reste quelque chose d'extrêmement complexe, c'est-à-dire aujourd'hui on est devant l'aiguille dans la botte de foin, donc on a besoin de bioinformaticiens, ce qui nous manque beaucoup en France. On est un petit peu comme le camion actuellement en termes de bioinformatique, mais c'est en train de s'améliorer vite. Et vraiment, il faut vraiment pas négliger cette partie-là. Même si en termes d'interprétation, on est encore un peu au milieu de la route sur le plan de l'interprétation des anomalies du génome des cancers. Donc pour continuer mes grandes évolutions à venir après tout ça, très clairement, on s'oriente vers plus de dépistage et prévention, mais du dépistage et prévention dans 20 ans qui seront plus orientés sur un background génétique ou des facteurs de risque particuliers. Et donc on s'oriente vers des cancers de plus en plus infracliniques, donc de plus en plus de besoins de multidisciplinarité en termes d'imagerie performante, etc. Et vers une chirurgie de plus en plus complexe et guidée par l'image. Donc ça c'est très clair pour moi. Et puis un autre angle qui est quand même assez différent
et qu'on doit prendre en compte, c'est le choix et le déterminisme des patients qui est de plus en plus impactant. À savoir que ces patients sont capables de prendre des informations de toutes sortes sur Internet, de demander des avis qui sont très souvent divergents, bien évidemment, et ont des souhaits en termes de qualité de vie. Maintenant qu'on guérit beaucoup de personnes atteintes de cancer, bien évidemment, les demandes de qualité de vie ne peuvent plus être les mêmes que ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Donc on a besoin de fournir des soins de support, etc., qui sont assez différents. Ça dépend des pathologies, hein, bien évidemment. Et en termes de ce qu'on appelle le survivorship, qui est très à la mode, c'est-à-dire en oncologie, on doit prendre en charge le patient et le guérir, mais aussi assurer qu'il soit heureux dans les 50 années qui viennent. Heureux et en bonne santé. Et ça, c'est pas simple, très honnêtement. Et puis, il faut quand même parler de cette marchandisation de la santé qui impacte peut-être moins la chirurgie. Et la santé a un prix, ça sera très compliqué dans les années qui viennent. Et il peut y avoir une forme de concurrence entre certaines spécialités, entre les prix exorbitants de certains médicaments oncologiques et les prix moins exorbitants des technologies chirurgicales. Donc je pense aux chirurgiens de bien connaître l'ensemble de tout ça dans le futur pour être capable de défendre leur discipline aussi, parce qu'on est dans un milieu concurrentiel et qu'il faut défendre ce que vous avez dit, à savoir que jusqu'à preuve du contraire, la chirurgie est la spécialité qui de loin guérit le plus de cancers. Et donc les grandes questions aujourd'hui, c'est surtout concernant les choix des patients, partage de décision, ça nous impacte de plus en plus. Et moi je trouve le rôle des médias, alors ça c'est pas aux chirurgiens d'apprendre à gérer les médias dans le futur, mais c'est quand même extrêmement impactant. Donc si on revient à ce modèle d'Angelina Jolie, c'est extrêmement impressionnant. C'est dans le Huffington Post en juin 2013, il montrait qu'on est monté jusqu'à des centaines de milliers de clics sur Internet pour le précepte, enfin le mot mastectomie, dans les heures qui ont suivi l'annonce d'Angelina Jolie, mais d'une façon majeure. Et puis après, ça retombe, les gens passent à autre chose. Et la même chose pour les conversations en ligne. Donc extrêmement important, tous ces médias et le fait que l'information passe d'une chose à une autre, etc. On est obligé de tenir compte de ça aujourd'hui. Donc en résumé, pour moi, les futurs chirurgiens cancérologues, ils ont des tâches complexes, parce qu'ils doivent être bons en tout. Ils doivent être partie prenante, excusez-moi pour la faute, de tous ces changements en marche. Ils doivent les intégrer, les comprendre, les anticiper avec nous, oncologues médicaux, oncologues radiothérapeutes, généticiens. On a absolument besoin d'être solidaires là-dessus pour défendre une éthique et une morale et des qualités de soins. Et je pense qu'il faut voir l'oncologie comme un domaine vraiment spécifique pour moi. Je pense pas pour moi, c'est très difficile d'être chirurgien oncologue et de faire beaucoup d'autres choses à côté. Parce que les compétences, la spécialisation, les modes de pratique sont quand même relativement spécifiques. Ça reste mon point de vue. Merci beaucoup. Bien, alors cet exposé, je propose qu'il y ait quand même deux ou trois questions brèves là-dessus. Juste un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. Une anecdote personnelle, j'ai vu récemment une patiente qui faisait une récidive d'un cancer du sein traité il y a 3 ans. Et dans cette récidive, en l'interrogeant, il était évident qu'elle aurait mérité une analyse d'oncogénétique et elle était effectivement porteuse d'une mutation BRCA1. Et quelque part, on ne lui a pas proposé le bon traitement du tout. Donc le chirurgien, il a fait un acte adéquat sur le plan chirurgical, une tumorectomie ganglion sentinelle, mais il aurait dû quelque part lui évoquer le fait qu'elle avait un taux de récidive avec cette mutation voisin de 40%. Et la patiente s'est très légitimement, et je dirais très légalement maintenant, posé la question de savoir s'il y a 3 ans elle a eu le traitement adéquat. Le chirurgien que j'ai eu au téléphone m'a dit oui, mais vous comprenez, on n'a pas de consultation d'oncogénétique, donc c'est difficile de... Non, aujourd'hui sur Internet, il y a l'adresse des centres d'oncogénétique, et s'il y a une indication, en tout cas il faut le proposer, même si ça met du temps à venir. Donc il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on peut avoir une analyse génétique rapide en 15 jours. En 15 jours. Donc pendant le cours du traitement, on peut avoir la réponse. Donc tout ça, pour savoir tout ça, eh bien il faut l'avoir appris, vu, ce qui suppose un certain degré de spécialisation qu'a évoqué Suzette en disant que c'était pas facile de faire autre chose que de la cancérologie quand on était chirurgien cancérologue, mais c'était une autre façon de nous dire qu'il fallait faire que ça.
Oui, non, il y a en face de moi, puis ensuite oui, madame, vous avez fait une intervention qui est d'une ampleur considérable. Quand on examine bien tous les aspects, à la fois pratiques, philosophiques, éthiques, que va rencontrer la société, dans nos sociétés dans les années à venir. Et je peux dire qu'à cet égard, d'ailleurs vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot préoccupant en évoquant le problème de la génétique. Oui, c'est préoccupant. Et d'autre part, vous en avez un exemple, c'est l'utilisation de la médecine prédictive qui tend à se développer dans des pays comme la Chine. La conséquence, c'est quoi? C'est une augmentation de la population. Et je vous rappelle qu'il y a un très beau livre de François de Duve, prix Nobel de médecine, qui justement attirait l'attention du monde sur ce risque. Et je lisais, il y a 48 heures dans un quotidien du soir, la menace qui planait sur une ville chinoise du fait d'une pollution atmosphérique considérable, de telle sorte que la ville tout entière, de plusieurs millions d'habitants, était menacée. Et pourquoi? Parce qu'il y a une production industrielle nécessitée par, etc., etc. Et vous voyez qu'on touche, quand on prend ce que vous nous avez dit, et qu'on pousse un peu loin, à des problèmes qui, je trouve, sont vraiment un motif de réflexion. Mais les médecins sont des pièces extrêmement importantes de la société moderne. On a adopté en tout cas une charte des facultés de médecine qui est de dire qu'on devait enseigner à nos étudiants le rôle social et sociétal des futurs médecins avec un certain nombre de questions, et ça en fait partie. Henri Bismuth, puis Richard Villet. Henri Bismuth, je ne prends pas la parole pour exprimer un quelconque désagrément que vous avez dit, parce que la spécialisation et la multidisciplinarité, c'est fondamental. Dans le domaine du foie, en transformant le département de chirurgie que j'avais en département de maladies du foie, c'était bien pour montrer l'intégration de toutes les équipes en même temps pour le même objectif. Non, ma question est autre. Vous avez parlé du chirurgien cancérologique, mais moi j'ai une question. Qu'est-ce que l'oncologue médical? Parce que, regardez, dans le schéma habituel, prenons les tumeurs du foie, je reste dans ce que je connais, c'est le chirurgien qui reçoit le malade parce qu'il est adressé avec la question qui est en fait l'objectif du traitement. Aujourd'hui, il est admis que le traitement radical de la tumeur du foie, c'est son exérèse. Donc on l'adresse au chirurgien. Et ce n'est que si celui-ci dit, à juste raison, qu'il ne peut pas être opéré, qui va le confier alors là je vais utiliser un mot que vous n'avez pas aimé, au chimiothérapeute. Alors, la question est la suivante. Est-ce que l'oncologue médical dont vous parlez a un rôle supplémentaire de diagnostic ou d'orientation thérapeutique que le chirurgien qui, lui, va utiliser la finalité du traitement? Et vous avez montré par la génétique ce que l'on peut voir. Alors pensez-vous qu'il existe une étape pré-thérapeutique, indépendamment de la chimiothérapie ou de la chirurgie, qui consisterait à déterminer donc l'orientation thérapeutique indépendamment des moyens thérapeutiques utilisés, chimiothérapie ou chirurgie? Bien sûr. Alors d'abord, chimiothérapeute, pour moi, c'est une insulte. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé avec précaution. J'espère que ce mot sera banni du vocabulaire, justement parce que l'oncologie médicale, ce n'est plus depuis longtemps la chimiothérapie. En fait, c'est vrai que vous prenez un exemple qui est assez particulier, qui est celui pour lequel vous êtes évidemment extrêmement bien placé pour parler, à savoir les cancers du foie. C'est quand même relativement particulier. Aujourd'hui, en fait, en oncologie, dans beaucoup de domaines, les oncologues voient les patients en premier, prennent en charge les patients en premier avec le chirurgien et discutent des orientations thérapeutiques en fonction du profil de la tumeur, de la présentation clinique, de la présentation en imagerie, etc. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple que je connais bien sur le cancer du sein, à Gustave Roussy, on fait toutes nos consultations en multidisciplinaire, à savoir on a un chirurgien, un radiologue et un oncologue ensemble. Et l'oncologue est celui qui porte à la fois tout ce qui est le pronostic global en termes de connaissances, toute la biologie, toute la génétique constitutionnelle, etc., toute la chimiothérapie, les traitements, etc., et la prise en charge un peu soins de support. Le chirurgien est complémentaire avec toute une vision de traitements locaux, et le radiologue, enfin l'imageur, on en a besoin pour prendre les décisions ensemble. Et on a un pathologiste qui s'ajoute à ça, qui est présent sur place souvent.
Et alors c'est vrai que nous, comme vous avez monté un modèle qui est assez particulier, nous on a monté un modèle aussi un peu particulier où les oncologues voient les patients en premier. C'est vrai qu'à Gustave Roussy, on est un peu spécifique pour ça probablement, mais c'est un système qui marche bien. Je ne veux pas dire qu'on veut prendre la place des chirurgiens, je pense que c'est vraiment un équilibre entre les deux, que selon les cas, ça va être plus chirurgical et dans d'autres cas, ça sera plus oncologie médicale. Et il ne s'agit pas de prendre la place des autres, mais de travailler ensemble, vraiment. Alors, avant de donner la parole à Richard Villet, juste un mot. Dans le rapport sur le plan cancer, il est noté clairement que les chirurgiens n'assistent pas suffisamment, sont trop souvent absents, c'est clairement écrit, des réunions de concertation pluridisciplinaire. C'est à la RCP qu'on discute de l'ensemble de la stratégie et chaque indication ne vit pas des échecs de l'autre ou des incapacités de l'autre. C'est ensemble qu'on définit la meilleure tactique, la meilleure stratégie. C'est comme si, dans une bataille, le commandant des forces aériennes n'intervenait qu'une fois que le gars des troupes au sol disait « Moi, je ne peux pas y arriver, voyez avec l'aviation ». En général, ça marche ensemble. Richard. Très brièvement, je rebondirai aussi, avant de me poser ma vraie question sur Henri Bismuth. Je crois que ce qui a changé, pour parler d'un domaine que je connais bien, par exemple le cancer de l'ovaire, qui était référé aux chirurgiens en général. Donc le problème, il était qu'effectivement, les chirurgiens les opéraient. Mais dans 3/4 des cas, ils les opéraient, mais ils ne faisaient pas suffisamment. Et donc je vous avoue très sincèrement, Henri Bismuth, qu'on a complètement changé notre stratégie. C'est-à-dire, avant de faire l'hépatectomie, il me paraît de bon sens d'en parler avec un oncologue médical, qui soit chimiothérapeute ou pas, pour lui dire est-ce que vous pensez mon avis, parce qu'on peut aussi faire de la fréquence, donc on a vraiment maintenant une conception et on est obligé de changer. Moi j'avoue j'ai beaucoup changé dans les 10 dernières années, c'est-à-dire il y a ces RCP préopératoires, alors je crois qu'il ne faut pas passer tout le monde, mais c'est très important, et dans ces RCP préopératoires on justifie justement cette stratégie. Ma question, Suzette, est très différente. Tu as dit effectivement qu'on devait être chirurgien oncologue, mais je te poserai une question qui m'a toujours tenu à cœur, notamment pour reprendre l'image de l'ovaire, c'est que je crois qu'il y a quand même, puisqu'on va faire des diagnostics de plus en plus précoces, la frontière entre le bénin et l'oncologique, c'est pas toujours fini. Et je voudrais avoir ton opinion en tant qu'oncologue médical de la chirurgie d'organes ou pas, parce que c'est quand même un vrai sujet. Là, on va en parler en gynécologie, parce que la gynécologie, ça fait très longtemps qu'on est multidisciplinaire, qu'on fait de la chimio, de la radiothérapie, etc. Mais le foie, la preuve, c'est qu'on ne faisait pas beaucoup de multidisciplinarité il y a 20 ans. Donc, quelle est ton opinion? Parce que ça va être le débat sur le digestif. Organes, organismes, les urologues l'ont, ce débat. Ils ne savent pas très bien où ils en sont. Est-ce qu'on va garder... Voilà, j'agresse un peu notre président là-dessus. Quelle est ton opinion, à toi, sur l'oncologue, enfin, le chirurgien d'organes ou le chirurgien oncologue pur? Non, chirurgien d'organes. Je pense que pour être bon, il faut être chirurgien d'organes. Écoutez, je pense que... Alors, techniquement, c'est indispensable. La question que tu poses, c'est que c'est vrai que ça peut avoir une gueule de kyste bénin de l'ovaire et être un cancer. Mais de la même façon que tu peux penser que la malade ne va pas accoucher à 26 semaines, puis elle accouche quand même. Bon, mais si c'était imprévisible, c'était imprévisible. La question, c'est d'avoir eu, de s'être donné les moyens de porter un diagnostic plus précis, un pronostic, une évaluation du risque que ce soit cancéreux, et à ce moment-là, de référer le patient. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième phase,